Audreco Conception vous présente Physiologie de la peau. Il s'agit en réalité du premier cours sur un ensemble d'autres cours traitant de connaissances zoocosmétologiques dont vous ne pourrez pas vous passer pour exercer votre métier dans de bonnes conditions. En effet, il y a des choses que pour bien toiletter, on ne peut pas ne pas savoir. Pour bien toiletter, il faut comprendre les conséquences de ce que l'on fait sur la peau et sur le pelage. Il est en particulier tout à fait intéressant d'avoir des notions claires et simples de la physiologie de la peau et du pelage. Il n'est pas question d'envisager les choses d'un point de vue vétérinaire. Nous ne sommes pas des vétérinaires. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi loin dans les connaissances biologiques. Cependant, il y a un minimum de connaissances que nous devons avoir qui sont en mesure de guider notre travail. En l'absence de ces connaissances de base bien maîtrisées, inutile d'aller plus loin. Le toilettage que nous allons appliquer sera au mieux une succession de recettes de cuisine hasardeuses et donc parfaitement discutables. Cela est si vrai que la plupart des choses stupides que l'on peut entendre dire sur la question du toilettage relèvent en réalité d'une méconnaissance par leurs auteurs de la physiologie de la peau et du poil. Vous entendrez par exemple très souvent des gens qui se croient compétents vous affirmer des choses telles que il ne faut jamais laver les terriers parce que cela ramollit leur pelage qui doit en effet être dur. Eh bien, lorsque vous aurez étudié cette question du bain, vous saurez ce qu'il convient de penser de cette assertion. Si vous n'avez pas les connaissances théoriques nécessaires, vous pouvez avoir une opinion ou une autre. Elle n'est fondée sur rien. Pour qu'elle soit fondée, il faudrait laver, je dirais, le même chien au même moment, de deux façons différentes, ou encore ne pas le laver et pouvoir comparer. Donc on ne peut pas le faire. La seule façon de le faire, c'est de comprendre ce qui se passe au moment d'un bain et de voir si effectivement tel ou tel effet peut ou ne peut pas se produire. L'affirmation on peut laver les terriers ou l'affirmation on ne peut pas laver les terriers, ces deux affirmations sont aussi stupides l'une que l'autre si elles ne sont pas fondées sur une connaissance d'ordre scientifique de la biologie du pelage. Et c'est ces connaissances minimales que nous allons essayer de découvrir ensemble pour que désormais vous soyez en mesure de vous faire des opinions sensées reposant sur une réelle culture biologique de nos actions. Ces notions de base vont non seulement vous permettre d'éviter de nuire, car c'est le point essentiel. Dans notre métier, avant de faire du bien, nous devons surtout penser à ne pas faire du mal. Donc éviter de nuire aux animaux, mais de vous à moi, elles vous donneront aussi bien souvent l'occasion de beaucoup vous amuser quand vous entendrez affirmer de manière péremptoire des sottises absolues. Je vous dirai que pour ma part, lorsque j'entends des vétérinaires, des professeurs vétérinaires, ou encore des marchands de shampoing qui se targuent d'avoir des connaissances en physique et chimie, déclarer avec beaucoup de conviction des réalités comme le rôle du pH dans le shampoing que l'on donne aux chiens, eh bien, je ne peux m'empêcher de m'amuser énormément, car c'est un peu comme si l'on prétendait que 2 et 2 font 6, ou 2 et 2 font 2. Lorsque l'on sait que 2 et 2 font 4, on sait ce qu'il faut penser de ce genre d'affirmations, et lorsqu'elles sont dites avec conviction et componction par des sommités,
Alors on s'amuse encore plus et c'est à ce genre d'amusement que le cours veut aujourd'hui vous inviter. Voyez donc ici un petit cube qui représente un cube de peau. Tout en bas, ce serait le muscle, et tout en haut, ce serait la partie qui est en contact avec l'air dont nous allons découvrir le nom. En bas de ce petit cube, le muscle, en haut, la partie en contact avec l'air. Qu'y a-t-il entre cette partie en contact avec l'air et le muscle? Découvrons-le ensemble. Vous avez dans la peau, vous le savez sans doute, vos souvenirs de l'école primaire, 3 couches. L'épiderme, qui est au-dessus du derme, le derme, et ensuite l'hypoderme, ce qui est sous le derme. Au-dessus de l'épiderme, faisant d'ailleurs partie de l'épiderme, la couche cornée, cette couche en contact avec l'air, couche qui est plus dure que les autres et qui peut même devenir très dure à certaines parties de la peau, comme nous allons le découvrir. Cette couche cornée est traversée de trous. On ne dit pas des trous, on parle de pores. Par les pores vont passer les poils. Vous allez découvrir qu'ici on vous a montré 3 poils, un poil par pore. Mais vous verrez que ceci est le cas de la peau humaine. Chez les animaux, il n'y a pas un pore par poil, mais un pore pour plusieurs poils. Nous y reviendrons. Chaque poil, qui commence donc très profondément dans l'hypoderme, qui traverse le derme et qui arrive au derme, chaque poil a ce qui s'appelle un muscle arrecteur de poil. Sur ce schéma, c'est ce qui vous est présenté par une petite capsule rose et blanche. À quoi servent les muscles arrecteurs de poil? À redresser le poil lorsque nous avons froid ou lorsque nous avons peur. Chaque poil a une sorte de racine. Ce n'est pas une racine, c'est ce qu'on appelle une papille dermique. Nous y reviendrons. Et chaque poil, ensuite, a une glande qu'on appelle la glande sébacée. La glande sébacée du poil permet d'enrichir le poil d'une matière qu'on appelle le sébum, sur laquelle nous reviendrons. Ne vous est pas figuré sur ce dessin ce que chaque poil comporte aussi, c'est une glande sudoripare, la glande qui permet d'éliminer la sueur. Pourquoi n'est-elle pas présentée? Parce que chez les mammifères, elle est inactive. Au fond de l'hypoderme, nous avons des petites boules de graisse qu'on appelle la graisse sous-cutanée. Nous verrons qu'il ne s'agit pas d'une graisse superflue, mais bien d'une graisse nécessaire à le bon équilibre de la peau. Vous avez donc ici une peau vue en coupe. Vous voyez que les connaissances ne sont pas bien difficiles. Retenez ces 3 couches, épiderme, derme, hypoderme, et retenez que le poil qui commence avec sa papille dermique et se termine au-dessus de la peau traverse l'épiderme par les pores.
Notons pour commencer que la peau des mammifères se caractérise par une très grande facilité de mobilisation. La peau des mammifères est beaucoup plus lâche que la nôtre. En tout cas, c'est vrai pour l'animal en bonne santé, soumis à des conditions normales. Eh bien, vous avez un premier exemple de ce que les connaissances biologiques peuvent et guident profondément notre travail. Le fait que la peau de l'animal soit très lâche, à l'exception peut-être de la région de la tête, a une conséquence tout de suite sur notre travail de toilettage. Dès que nous exerçons la moindre traction sur la peau d'un animal, comme lorsque nous épilons, mais encore lorsque nous démêlons, lorsque tout simplement nous coiffons, eh bien nous ne pouvons pas le faire sans risquer de blesser, autrement qu'en retenant la peau à l'endroit où l'on travaille. Et vous apercevrez en regardant faire beaucoup de professionnels, dont certains peuvent le faire depuis très longtemps, qu'ils ne semblent pas savoir cela. Ils démêlent, ils coiffent sans retenir la peau. Et ils ne se rendent pas compte que cette peau étant lâche, eh bien, ils font souffrir l'animal et ils déforment pour rien leur travail. On ne peut pas, en toilettage, travailler autrement qu'avec les deux mains, une main pour travailler et une main pour retenir la peau à l'endroit précis où on exerce une traction. Pourquoi? Encore une fois, parce que la peau est lâche. Ce n'est pas une question que l'on peut discuter, ce n'est pas une question où on peut dire ah ben on peut y arriver comme ci, on peut y arriver comme ça. Non, c'est une question tout simplement qui relève de l'observation rigoureuse des faits. La peau de l'animal étant lâche, la seule façon de ne pas le blesser et de ne pas la blesser, c'est de retenir la peau à l'endroit où on exerce une traction sur elle. Observons d'abord l'épiderme d'un animal, vous vous rappelez, c'est la couche supérieure. 4 couches distinctes. Il y a ce qu'on appelle la couche basale, la couche la plus profonde. Ce que vous devez retenir, c'est que dans cette couche basale, on a deux types de cellules, les kératénocytes et les mélanocytes. Ça, c'est deux mots très importants. Les kératénocytes permettent de renouveler les cellules qui vont ensuite aller à la surface de la peau jusqu'à fabriquer la couche cornée et qui vont s'éliminer toutes seules par ce qu'on appelle la desquamation, c'est-à-dire en réalité elles forment des petites pellicules qui partent d'elles-mêmes. Ce cycle, kératénocytes qui produisent des cellules kératinisées, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, ces cellules par desquamation, ce sont des cellules mortes, se fait chez la plupart des animaux en une vingtaine de jours, au plus. Et vous comprenez pourquoi, quelle que soit la qualité de votre bronzage, il ne durera pas plus de 20 à 25 jours. Au bout de 20 ou 25 jours, toutes les cellules qui auront été kératinisées et qui auront reçu une couleur par la mélanine, par l'oxydation de la mélanine, auront disparu de votre peau. Et celle-ci me fait ma transition avec le deuxième type de cellules, les mélanocytes qui fabriquent la mélanine. Qu'est-ce que la mélanine? La mélanine est une substance noire au départ, qui va s'oxyder, et en s'oxydant, elle va prendre toutes les couleurs, pouvant aller du noir jusqu'au blanc. Tous les chiens en bonne santé sont noirs, et en réalité, la couleur que nous observons, c'est l'oxydation de la mélanine, qui peut donner du blanc. Les mélanocytes contiennent donc des petites vésicules qu'on appelle des mélanosomes et qui synthétisent un acide aminé, la tyrosine. Vous pouvez retenir ces noms si vous le voulez, ce n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est de retenir que la tyrosine se transforme en mélanine grâce à un enzyme, la tyrosinase. Donc les mélanosomes se chargent de mélanine qui seront transférés ensuite aux kératénocytes voisins. C'est la couche basale. Ce qu'il faut retenir, c'est kératénocytes fabriquent la kératine, mélanocytes fabriquent la mélanine, et la mélanine, c'est ce qui donne sa couleur au poil par oxydation de cette mélanine suivant des programmes génétiques extrêmement compliqués. À partir de là, cela dépasse la compétence du toiletteur.
Donc la couche basale, nous venons de la voir, il y a d'autres couches. La couche de Malpighi, c'est à ce niveau que commence la synthèse de la kératine dont nous venons de parler. Au-dessus, nous avons une autre couche qu'on appelle le stratum granulosum. C'est une couche dont l'épaisseur varie. Elle comporte 10 à 15 rangées de cellules, par exemple là où la peau est dure, au niveau des coussinets par exemple, et au niveau du ventre où la peau est très fine chez la plupart des mammifères, eh bien on a au contraire une seule rangée de cellules. Et puis enfin, le stratum corneum, que nous avons déjà vu sur notre dessin, la dernière couche squameuse, qui est faite de plusieurs séries de cellules mortes, resserrées, très fortement chargées de kératine et qui vont s'éliminer, nous l'avons vu, par desquamation. En dessous, le derme. Qu'y a-t-il dans le derme? Eh bien, c'est le derme qui détermine l'épaisseur de la peau. C'est un tissu conjonctif, généralement lâche en périphérique, et plus dense, plus fibreux en profondeur. Il contient des vaisseaux sanguins et lymphatiques, des nerfs, des terminaisons nerveuses sensitives, libres et corpusculaires, nous y reviendrons, ainsi que certaines annexes cutanées qui sont dérivées de l'épiderme et qui prolongent profondément dans le derme. C'est ce que nous avons vu avec l'exemple du poil. Riche en vaisseaux sanguins, riche en vaisseaux lymphatiques. Et puis, par-dessus, en dessous du derme, l'hypoderme. Comment est constitué cet hypoderme? Eh bien, c'est un tissu conjonctif large, richement vascularisé, qui, selon les conditions de nutrition et les régions de la peau, contient plus ou moins de tissus adipeux, c'est-à-dire de tissus graisseux. Si l'animal est bien nourri, il faut qu'il y ait un tissu adipeux d'une certaine épaisseur. Nous y reviendrons. Le mythe que nous avons tous d'un chien, d'organisme qui ne comporte pas de graisse, n'est pas prévu par la nature. Un animal doit être un petit peu gras. Nous y reviendrons parce que la façon de nourrir les chiens aujourd'hui, en particulier avec des croquettes, fait que par nature, la plupart des chiens n'ont pas assez de tissu adipeux, ce qui est une énorme source de faiblesse pour ces pauvres animaux. Un chien en bonne santé doit avoir un tissu riche en graisse. Nous reviendrons sur ce point. Cette toile sous-cutanée est particulièrement riche en petits vaisseaux capillaires, sanguins et lymphatiques. Et voilà pourquoi vous pouvez comprendre que, de manière assez paradoxale, les injections sous-cutanées, les piqûres sous-cutanées, sont à ce point efficaces. Au plan thérapeutique, c'est parce que, immédiatement, l'injection sous-cutanée est relayée par ce riche tissu de vaisseaux capillaires. L'épaisseur du tissu adipeux, chez le chien, détermine l'élasticité de la peau. Nous verrons que lorsqu'un animal est malade, ou plus encore lorsqu'il vieillit, ce tissu adipeux perd cette élasticité, ce qui peut poser de très gros problèmes. Avec l'âge, la peau, comme le tissu conjonctif, perdent de leur souplesse. Parlons maintenant de la répartition du pigment, c'est-à-dire de la couleur. Elle est un peu différente en fonction de la couleur de la peau. Dans les couches claires, les mélanocytes sont localisés dans la couche germinative, c'est-à-dire en profondeur. Alors que dans les zones foncées, les mélanocytes envahissent les couches épidermiques et parfois même la couche papillaire du derme. Ceci termine ce premier cours sur la physiologie de la peau.
Je vous remercie de votre attention.